Jan Andreak, Egunon Deneri, Adishasa à toutes. Chers collègues, bonjour et bienvenue pour cette séance du Conseil communautaire entouré pour la première fois de l'ensemble des vice-présidentes et vice-présidents qui ont reçu une délégation. Donc nous allons essayer d'éviter la canicule ce matin, mais je pense que le week-end et les premiers jours de la semaine prochaine seront difficiles. Donc pour la communauté d'agglomération face à ces grosses chaleurs, donc nous avons décidé de mettre en place donc la gratuité d'accès à l'ensemble des piscines communautaires dès ce samedi, pendant toute la période orange. Donc avec des heures d'ouverture qui sont fixées pour l'ensemble des équipements. Alors que ce soit pour samedi ou dimanche pour les piscines qui sont ouvertes. Ensuite, dans les déchetteries, donc qui sont ouvertes en journée, elles ne seront ouvertes que le matin. Donc les horaires seront bien évidemment aménagés, là aussi avec des horaires différents et qui seront communiqués. Il en va de même pour l'ouverture des piscines. Et ensuite pour les crèches, équipements que nous gérons également. Donc il y a des dispositifs particuliers par crèche qui seront mis en œuvre, et en particulier pour la journée de lundi et mardi si la canicule se prolonge. Voilà pour les premières mesures, sachant que je sais qu'un certain nombre de communes ont déjà pris des mesures par rapport à l'accueil des enfants dans les écoles, donc il faut que nous nous préparions à cet épisode de chaleur qui peut avoir des conséquences pour nos concitoyens. Avant de rentrer, mais rapidement, une courte introduction pour vous dire, et vous l'avez compris en examinant l'ordre du jour de la séance, donc nous sommes encore sur une séance d'installation avec un grand nombre de désignations qui sont proposées. Alors des désignations qui ont d'abord été proposées en pôle, et je vous remercie d'y avoir tous participé, et ensuite des désignations directes que le président fait en fonction de la thématique, soit au vice-président, soit aux conseillers délégués. En tout cas, merci d'avoir contribué à cette phase d'installation importante. Il restera encore pour la séance de septembre les dernières désignations à réaliser. Donc après cette série de délibérations que je vais proposer, ensuite Cotier Senaro va vous présenter toutes les délibérations relatives aux finances, donc c'est les comptes administratifs de la communauté d'agglomération et bien sûr de tous les budgets annexes. Donc c'est l'approbation de ces comptes. Et ensuite, une série qui va être présentée par Anne-Marie Brutet, qui relève des PLU communaux. Et en fonction de l'heure et des débats, mais je l'annonce à l'avance, donc la présentation sera faite par Anne-Marie Brutet. Et pour les PLU, j'ai vu un certain nombre de maires ou d'adjoints. On sollicitera peut-être le maire ou l'adjoint pour prendre la parole quand ça relèvera de son PLU. Sur les questions d'actualité, vous le savez, mais quand il y a de bonnes nouvelles, il faut aussi savoir les souligner. Donc la proposition du ministre de l'Éducation d'encadrer de façon pérenne le passage des épreuves du baccalauréat en langue basque pour les élèves bilingues, ceci en 2028, et de corriger pendant cette période transitoire les copies qui seraient déposées en basque. Donc je sais aussi, Maïder Beotegui, je ne sais pas où c'est qu'elle est installée, qu'il y a l'AG de l'Office public cette semaine où toutes ces questions-là seront bien sûr abordées. Les rencontres ensuite, les rencontres dans les pôles vont se poursuivre pour mettre en œuvre la gestion des activités équipements de proximité. Et ensuite, les dossiers importants ont démarré. Donc, d'abord la politique de l'eau, avec définir des objectifs de cette grande politique de la communauté d'agglomération, eau potable et assainissement. Et également toutes les questions relatives au choix
et au mode de gestion, ou à la DSP littorale pour les mobilités, mais également tous les investissements qui ont été prévus et qui vont être balayés, arbitrés par le syndicat des mobilités qui s'est déjà mis en ordre de marche puisque les désignations et les délégations ont été données. Autre sujet qui s'invitera au Conseil exécutif la semaine le 7 juillet, donc la question de la collecte des traitements de déchets ménagers, avec voilà, la nouvelle organisation là, sur Canopia, mais également les grands chantiers autour des déchetteries et des modes de collecte et la collecte de l'alimentaire pour le mandat, sans parler des PLUI, donc qui sont en des stades d'avancement différents, celui de Côte-Basque-Adour, Labour-Ouest et Labour-Est, mais également à Mikoussé et Basse-Navarre. Donc ces sujets-là sont enclenchés, les travaux sont enclenchés avec les vice-présidents en charge de ces questions. Et ensuite, l'objectif est également de faire un point financier, au-delà du point financier que nous faisons pour 2025, se projeter sur 2026 et les années suivantes, sachant que nous sommes dans un contexte bien sûr incertain, et on le voit avec les collectivités qui nous entourent, le conseil départemental ou le conseil régional, et le désengagement de l'État sur un certain nombre de dispositifs qui existaient. Donc regarder bien sûr la soutenabilité de nos projets en fonction du PPI et se repositionner là pour les années 2026 et pour le mandat. Donc un état des lieux va être réalisé avec Coutier et Sénaro et les services pour certainement un séminaire de rentrée en septembre avec l'exécutif. Et pour les rendez-vous, si je ne me trompe pas, donc on a la commission permanente la semaine prochaine, le 23. Voilà, rapidement, pour qu'on puisse terminer à une heure raisonnable, je vous propose donc de déclarer la séance du Conseil communautaire ouverte. Et il me faut désigner le secrétaire de séance, qui a le privilège de l'âge, Léo Micouer, donc de la commune d'Anglet. Je ne sais pas s'il est présent ou il est présent, donc qui accepte sa mission. Et ensuite, dans le cadre de la composition du conseil communautaire, accueillir donc Monsieur Shimoun Ounasobiskaï Darigad, qui est appelé à remplacer Monsieur Pascal Negeloir, donc de la commune de Béorlegui, et avec Panchika Lerissa, qui assurera les fonctions de suppléante. Donc, est-ce que Shimoun Ounasobiskaï Darigad est présent? Voilà, et vous pouvez vous lever pour que l'ensemble de la communauté vous accueille. Merci de nous rejoindre. Donc la délibération numéro 1, donc il s'agit de l'approbation des procès-verbaux des séances du Conseil communautaire du 11 avril et du 24 avril 2026. Qui ont donné lieu donc à l'établissement de procès-verbaux. Donc, s'il n'y a pas de remarques ou de demandes de modification, est-ce qu'il y en a? S'il n'y en a pas, je vous propose de bien vouloir les approuver. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Opération... Question numéro 2. Donc, compte rendu des décisions prises par Monsieur le Président de la Communauté d'agglomération Pays Basque par délégation du Conseil communautaire. Donc, je vous propose, donc là, il n'y a pas de vote. Donc, l'ensemble des décisions qui ont été prises sont dans le rapport. Vous en avez pris connaissance. Y a-t-il des questions sur ces décisions? Pas de questions, pas de vote. Merci. Question numéro 3. Donc, désignation des représentants de la communauté d'agglomération Pays Basque dans divers autres organismes extérieurs. Donc, bon, c'est la première phase qui est toujours un peu compliquée, et en particulier cette délibération, puisqu'il y a quand même 130 organismes dans lesquels nous siégeons. Donc, je l'ai rappelé, donc certains organismes
dans lequel les pôles ont été sollicités pour désigner les membres, et ensuite les désignations du président en fonction de la thématique pour que le vice-président ou le conseiller délégué puisse représenter la communauté d'agglomération. Donc la liste va défiler. Donc malgré les allers-retours et les corrections qui ont eu lieu jusqu'au dernier moment, il se peut qu'il y ait des erreurs. Donc je vous propose de faire défiler lentement l'ensemble de ces propositions de désignation. Et on va laisser se faire le déroulé jusqu'à la fin. Vous les notez. Et si vous voyez une erreur ou une impossibilité par rapport à une désignation qui nous aurait été proposée ou que j'ai moi-même proposée, je vous laisserai intervenir à la fin de ce déroulé. Donc soyez attentifs. Donc ensuite, on sera sur des délibérations plus classiques, organisme par organisme.
Donc, je crois que nous sommes au bout. Merci pour votre attention et votre concentration qui était nécessaire. Est-ce que vous avez vu des difficultés, des erreurs? Pas de difficultés, pas d'erreurs. Donc, sauf s'il y a des oppositions, moi, ce que je vous propose, c'est que le vote est lié au scrutin public et non pas secret. Est-ce qu'il y a des oppositions pour qu'on le fasse à main levée? Donc, nous allons donc le faire à main levée puisqu'il n'y a pas d'opposition. Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie à nouveau pour votre concentration. Merci. Donc, question numéro 4. Syndicat mixte Biltagarbi, Escot, Pays Basque et Seignance. Ajustement de la représentation de la communauté d'agglomération Pays Basque au sein des comités syndicaux. Lors de la séance du 24 avril 2026, le Conseil communautaire a procédé à l'élection de 20 délégués titulaires et de 20 délégués suppléants appelés à siéger au comité syndical du syndicat mixte Biltagarbi. Un ajustement est aujourd'hui proposé à la validation de l'Assemblée. M. Emmanuel Alzuri, actuellement titulaire, devient suppléant en remplacement de M. Gérard Goya. Et M. Gérard Goya, actuellement suppléant, devient titulaire en remplacement de M. Emmanuel Alzuri. De la même manière, à la suite d'une demande complémentaire, je vous propose de procéder à un ajustement de notre représentation au SCOT. Mme Dorothée Nabarra, actuellement titulaire, deviendrait suppléante et Mme Bénédicte Roseron, actuelle suppléante, deviendrait titulaire. Donc, c'est des modifications internes dans le pôle ou dans la commune. Si ça n'appelle pas d'observation, je vous propose à nouveau de voter que le vote est lié au scrutin public et donc à main levée. Et s'il n'y a pas d'opposition, qui s'abstient, qui est contre, donc délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Question numéro 5. Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional Montagne Basque, désignation complémentaire. Par délibération du Conseil communautaire du 24 avril 2026, la communauté d'agglomération a désigné 7 délégués titulaires et 7 délégués appelés à représenter la CAPB au sein du syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional Montagne Basque. En complément, il convient de procéder à un ajustement de désignation effectué lors du dernier Conseil communautaire, à savoir le remplacement de M. Peyo Etchebert, qui devient suppléant, et de M. Jean-Marc Boson, titulaire, à la désignation de 3 conseillers communautaires supplémentaires en qualité de titulaire et 3 délégués suppléants pour finaliser la composition du comité syndical PNR. Donc, que vous retrouvez sur l'écran. Pas de remarques, pas d'intervention. Donc, je vous propose là aussi un vote au scrutin public, donc à main levée. S'il n'y a pas d'opposition, qui s'abstient, qui est contre? Proposition adoptée à l'unanimité. Merci. Société d'équipement des Pays de l'Adour, désignation du représentant de la communauté d'agglomération Pays Basque à l'Assemblée spéciale, délibération modificative. Le 24 avril dernier, le Conseil communautaire a désigné M. Philippe Massé pour siéger au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale de la société. Il convient de modifier cette délibération et de désigner toujours M. Philippe Massé pour siéger au sein de l'Assemblée spéciale et de l'Assemblée générale, puisqu'une modification de statut avait été réalisée. Il appartient en effet à l'Assemblée spéciale de ces petits actionnaires de désigner ensuite ses représentants pour siéger au conseil d'administration de la société. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette question? Donc, je vous propose de faire un vote à main levée, sauf s'il y a des oppositions. S'il n'y en a pas, qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci.
Question numéro 7, régie communautaire de la base de loisirs du Baïgoura. Désignation des délégués de la communauté d'agglomération Pays Basque au conseil d'exploitation. Le conseil communautaire est invité à procéder à la désignation de 5 conseillers communautaires et de 3 personnalités qualifiées appelées à siéger au sein du conseil d'exploitation de la régie de la base de loisirs du Baïgoura. Donc, candidatures qui vous sont présentées, donc, qui nous viennent du pôle d'Asparin, qui a été sollicité, et du vice-président en charge de cette thématique. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote au scrutin public. Pas d'opposition. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Régie communautaire du centre de formation d'apprentis, désignation des délégués de la communauté d'agglomération Pays Basque au conseil d'exploitation. Le conseil communautaire est invité à procéder à la désignation de 3 conseillers communautaires et d'un représentant du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis pour siéger au conseil d'exploitation de cette régie. Donc, 3 personnes vous sont présentées. Pas de remarques sur cette désignation. Donc, vote à main levée s'il n'y a pas d'opposition. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Régie communautaire du port de plaisance d'Anglet, désignation des délégués de la communauté d'agglomération Pays Basque au conseil d'exploitation. De la même manière, le conseil communautaire est invité à procéder à la désignation des 4 conseillers communautaires et de 3 représentants des structures présentes sur le port de plaisance pour siéger au sein du conseil d'exploitation de la régie du port de plaisance d'Anglet. Pas de remarques sur ces désignations. Je vous propose de passer au vote à main levée s'il n'y a pas d'opposition. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Renouvellement de la représentation de la communauté d'agglomération Pays Basque, commission d'indemnisation amiable au titre du Trambus. Dans le cadre du projet de réalisation de 2 lignes Trambus 1 et 2, une commission d'indemnisation amiable a été mise en place par le syndicat des mobilités Pays Basque Adour auprès des entreprises, commerçants, artisans et professions libérales situées dans le périmètre de l'emprise des travaux. Le conseil communautaire est invité à désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger au sein de cette commission. Donc là aussi, on retrouve les VP en charge de cette thématique et les territoires concernés. Pas de remarques. Donc je vous propose de passer au vote à main levée, sauf opposition. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux. Le conseil communautaire est invité à renouveler la composition de la commission consultative des services publics locaux en procédant à la sollicitation des associations mentionnées dans le rapport qui vous a été adressé et à la désignation de 10 membres titulaires et de 10 membres suppléants conformément à la liste affichée à l'écran. Tous les pôles ont été sollicités et ont répondu. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote à main levée. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Renouvellement de la commission intercommunale des impôts directs. La commission intercommunale des impôts directs comprend, outre le président de la communauté d'agglomération ou son représentant, 10 commissaires titulaires, 10 commissaires suppléants. Afin de permettre son renouvellement, une liste comportant 2 commissaires titulaires et 2 commissaires suppléants par pôle territorial a été établie. Il est proposé au conseil communautaire de voter sur la liste correspondante affichée à l'écran.
Pas de, pas de remarques, donc je vous propose de passer au vote à main levée si vous en êtes d'accord. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, nous passons à la question numéro 13, qui est le rapport d'activité. Donc, avant, je tenais vraiment à vous remercier pour les allers-retours qui ont eu lieu entre le siège, les services et les personnes qui s'en sont occupées et qui nous ont permis d'installer sereinement ces désignations. J'avais compté en début de la semaine qu'il y avait 130 organismes qui est la suite des désignations que nous avons faites lors de la semaine de la séance précédente. Donc merci pour votre attention et aux allers-retours. Je remercie aussi les délégués territoriaux de Pôle qui se sont, je sais, impliqués fortement pour que les choses se passent comme ça s'est passé de façon sereine lors de cette assemblée, et c'était important. Le rapport numéro 13, donc c'est le rapport d'activité 2025 de la communauté d'agglomération. Donc c'est un rapport important, je pense que vous en avez pris connaissance. Il est important et nécessaire, au-delà de l'obligation, parce qu'il permet de voir l'ensemble des compétences et des réalisations et du champ de ces réalisations de la communauté d'agglomération. Chaque année, il est présenté en conseil communautaire. Il sera envoyé ensuite dans toutes vos communes. J'encourage aussi les anciens élus, mais également les nouveaux à en prendre connaissance, parce que ça permet d'avoir une vision globale de l'ensemble des compétences et des activités de toutes les réalisations de la communauté d'agglomération. Elles sont là, bien sûr, synthétiques, mais elles donnent vraiment une vision d'ensemble, et ça permet ensuite, quand on est intéressé par une thématique, de pouvoir soit revenir et voir votre responsable pôle ou les DGA en charge de ces thématiques pour avoir plus de précision. Est-ce que sur ce rapport, quelqu'un veut faire une intervention, une remarque particulière, de forme ou de fond? Monsieur Tariol. Bonjour, oui. Alors, ce que je peux regretter, c'est qu'on ait eu le rapport d'activité que jeudi soir. Il fait quand même 80 pages, ça fait très peu de temps pour le regarder, quoi, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées dedans, et pour le coup, ne pas avoir eu le temps d'y réfléchir. Donc, est-ce qu'il serait possible, pour l'année prochaine, de l'avoir au moins 8 à 10 jours avant, de manière à pouvoir l'étudier correctement? Voilà, merci. Donc, Monsieur Tariol, si je ne me trompe pas, et si les informations qui me sont données par les services, ça a été envoyé avec l'ensemble des délibérations il y a 15 jours. Donc, il était joint à l'annexe. En principe, c'est comme ça que ça se fait, mais nous vérifierons, et je vous demande de bien vouloir vérifier, et si ce n'est pas le cas, de nous le signaler pour voir s'il y a une erreur. Mais en principe, tout le monde l'a reçu avec il y a 15 jours. Et donc, nous nous appliquerons à ce qu'il soit envoyé, non pas 2 jours avant. Donc, je prends en compte votre proposition. Ensuite, il faut voter là-dessus. Il y a un vote, non. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Voilà, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous encourage à le lire, vraiment, j'insiste, c'est important. Voilà, ça permet d'avoir cette vision globale de l'ensemble de nos compétences et de nos réalisations. Et donc ce document va être envoyé dans chacune de vos communes pour que vous-même, les élus, vous en empariez et les directeurs généraux des services également. Donc là, vous êtes invités à prendre acte de la production de ce rapport et qui sera donc transmise à chacune des communes membres. Merci. Donc la question numéro 14, l'approbation de la modification des statuts de la société coopérative d'intérêt collectif, SIC,
INR, consécutivement à l'Assemblée générale extraordinaire du 7 mars 2026. Et je confie ce rapport à M. Lionel Sevilla, à qui il faut faire passer le micro. Il n'est pas loin du micro. Merci Monsieur le Président. Chers collègues, effectivement, ce rapport concerne l'approbation de la modification du statut de la SIC IENR. Donc, en partenariat avec le syndicat mixte Biltagarbi et la commune de Saint-Pé-sur-Nivelle, la communauté d'agglomération s'est engagée dans un projet d'installation d'une centrale photovoltaïque sur 5 sites d'installation de stockage de déchets non dangereux avec la société IENR. Ce projet produira chaque année environ 3 GWh d'électricité, soit l'équivalent de la consommation de plus de 500 ménages. Après avoir décidé d'entrer au capital de la société de projet dénommée Sualaga Energia, à hauteur de 10%, la CAPB a conforté cet engagement par délibération du 31 janvier 2026 avec un apport de 60 000 € pour une durée de 20 ans à la SIC IENR. Le 7 mars 2026, l'Assemblée générale extraordinaire de IENR a validé le projet d'évaluation de la forme juridique de la société et la création d'une SIC SAS à capital variable, ainsi que les nouveaux statuts correspondants. Le Conseil communautaire est invité à approuver le projet de modification des statuts de la société IENR et de désigner M. Daniel Olsomendi pour représenter la CAPB à l'Assemblée générale et pour être candidat au conseil d'administration de la société. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Tariol. Monsieur le Président, je souhaite attirer l'attention du Conseil sur un point qui me paraît devoir être éclairci avant notre vote. Les statuts de la future SCIC INR prévoient une répartition des droits de vote entre plusieurs collèges. 40% pour les bénéficiaires et soutiens, 20% pour les salariés, 20% pour les collectivités et 20% pour les porteurs du projet. Cette architecture peut se justifier dans une logique de coopération territoriale. Cependant, les documents soumis à notre approbation ne permettent pas d'apprécier concrètement les effets de cette répartition. Nous ne disposons pas, à ma connaissance, de la composition détaillée des collèges ni du nombre de sociétaires relevant de chacun d'eux. Nous ne savons donc pas si les 20% attribués au collège des porteurs représentent quelques personnes ou plusieurs dizaines. Nous ne savons pas davantage quel sera le poids réel des collectivités à les décisions futures. Or, nous sommes appelés à voter sur ce changement. Il me semble donc légitime que nous disposions des éléments permettant d'en mesurer l'équilibre effectif. Donc, je souhaiterais donc savoir combien de sociétaires relèvent aujourd'hui de chacun des collèges prévus, si une simulation de la répartition réelle des pouvoirs a été réalisée, comment est déterminée l'appartenance au collège des porteurs et quelle garantie avons-nous que cette gouvernance restera conforme à l'objectif de représentation équilibrée de l'ensemble des parties prenantes. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause le projet INR, auquel chacun reconnaît son intérêt dans la transition énergétique du territoire, mais de s'assurer que les élus disposent de toutes les informations nécessaires pour voter en parfaite connaissance des conséquences de cette réforme statutaire. Merci. Daniel, c'est pour toi. Donc, je vous remercie pour votre question. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre avec précision à ces questions, mais en tout cas, je passe la parole à Daniel Olsomendi, VP en charge de ces questions, et qui, je sais, a participé aux assemblées, à l'inauguration de cette belle installation aussi de panneaux photovoltaïques la semaine passée. Oui, Egonon Deneri. Donc effectivement, on vous enverra ce détail parce qu'à froid comme ça ce matin, ça va pas être possible de vous détailler l'ensemble. Par contre, je pense que vous avez saisi que INR, ça existait déjà. Voilà, on est d'accord. Que la première mandature, donc la mandature 2020, déjà nous étions fortement impliqués avec un apport de capital de 100 000 € à l'époque. Déjà, c'était un geste extrêmement fort. Et que là, le changement tout simplement le changement de statut, il a permis justement que notre collectivité, elle soit partie prenante. Hein, c'est-à-dire que c'est un outil, donc vous l'avez vu également dans la délibération,
pour nous, c'est un outil fondamental parce que dire qu'en 2050, on va produire 100% des énergies renouvelables sur le territoire, ça veut dire qu'on a besoin de partenaires. Voilà. Que notre but, c'est justement de pouvoir à la fois installer, mettre en place de la production sur le territoire, également d'avoir des outils pour la commercialisation avec Energia et ensuite qui est également une consommation sur ce territoire. Et donc les détails vous seront envoyés, mais la progression sur ce changement de statut, c'est que nous sommes dans le conseil d'administration, nous ne l'étions pas à la mandature précédente, d'accord ? Donc c'est un engagement fort, c'est-à-dire que là, ça ne vous a pas échappé, enfin, c'est un projet à 2,5 millions d'euros et au niveau duquel, dans ce conseil d'administration, nous sommes présents comme d'ailleurs Bilta Garbi. Donc le détail, on va vous l'envoyer, mais c'est quand même la première fois qu'on est partie prenante dans cet outil. Voilà, alors je ne vais pas dire qu'on pilote, mais extrêmement important. Tu voulais rajouter, et Maïtena également. Alors, effectivement, on ne va pas avoir les noms et les répartitions effectives. Par contre, dans le document qui nous avait été transmis avec les annexes, on a la définition de la composition des différents collèges avec les répartitions. Et on a différents éléments également de définition, des modalités de vote et des répartitions et des compétences de chacun. Donc il y a quelques éléments dans les annexes qui apporteront des réponses qui ont été évoquées, aux questions qui ont été évoquées ce matin. Maïtena. Bonjour, Egounon. Je me permets d'intervenir peut-être pour un complément. Je prends la casquette Bilta Garbi. Peut-être juste pour vous rassurer, monsieur, dire que la répartition qui a été déterminée entre les collectivités, à savoir la mairie de Saint-Pé, l'agglomération et le syndicat Bilta Garbi, représente une minorité de blocage. Donc en termes de décision et de poids des collectivités, on sera bien présent sur cette répartition. Et vous dire aussi quand même, c'est l'occasion de rappeler que on fait suite au plan de transition qui a été adopté via le syndicat Bilta Garbi, qui aujourd'hui décide d'utiliser ces sites fermés comme une véritable opportunité pour le territoire, à savoir les équiper de panneaux photovoltaïques de manière à être plus résilients et de produire de l'électricité. Donc aujourd'hui on est sur Saloaga, mais typiquement on aura d'autres délibérations qui concerneront les autres sites fermés. Et je rejoins Daniel pour dire qu'effectivement c'est une très bonne chose en termes de transition énergétique pour notre territoire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Voilà, donc si l'ensemble des éléments sollicités, Monsieur Tariol, ne sont pas dans les annexes, vous nous les faites parvenir et on tentera de compléter les informations. Donc le Conseil communautaire est invité à approuver le projet de modification de statut de la société INR et de désigner M. Daniel Olsomendi pour représenter la CAPB à l'Assemblée générale pour être candidat au conseil d'administration de la société. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Donc c'est avec plaisir que je cède la parole à Gauthier Senaro, qui est prêt à présenter un certain nombre de délibérations importantes. Et là aussi, je vous demande, comme tout à l'heure pour les délégations, de rester concentrés jusqu'à la fin. C'est une opération importante et ce qui permet qui donne aussi à voir l'ampleur des tâches et des opérations qui sont réalisées par la communauté. Donc il s'agit de l'ensemble des comptes administratifs de 2025. Merci, Président. Donc, il vous est proposé de délibérer sur les comptes de gestion et les comptes administratifs 2025 des budgets de la communauté. Les rapports que vous avez reçus détaillent chapitre par chapitre l'exécution budgétaire 2025. Aucun écart n'est constaté entre le document de la trésorière, les comptes de gestion, et le document de l'ordonnateur, donc les comptes administratifs, avec des résultats d'exécution strictement conformes
à ceux déjà repris par anticipation, donc le budget primitif de 2026. Commençons par le budget principal, dont les principaux éléments d'exécution ont déjà été présentés dans le cadre du rapport d'orientation budgétaire et des budgets primitifs 2026. De manière synthétique, nous pouvons dire que le budget principal de la communauté en 2025, c'est en fonctionnement 221 600 000 euros de recettes et 189 600 000 euros de dépenses. En investissement, 83 600 000 euros de dépenses pour 54 300 000 euros de recettes. Déduction faite des produits de cession qui représentent 4 200 000 euros. Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 217 400 000 euros. Les principales recettes sont constituées du produit de la fiscalité, y compris la fraction de TVA, pour 157 400 000 euros. Est en baisse ce produit de 3 100 000 euros. Et des dotations de l'État pour 34 millions d'euros, dont la DGF qui représente à elle-même 26 400 000 euros. Concernant les dépenses réelles de fonctionnement, elles évoluent globalement et sont en réduction de 28 600 000 euros. Les attributions de compensation reversées aux communes représentent 53 200 000 euros, soit plus 1,2 million d'euros, et représentent désormais 28% des charges réelles. Notre communauté est restée un partenaire majeur des acteurs institutionnels et associatifs du Pays Basque, avec près de 50 millions d'euros, soit plus 764 000 euros, et représente 26,4% de ses dépenses réelles de fonctionnement. Concernant la masse salariale nette de la communauté, déduction faite des remboursements des budgets annexes et des structures externes, eh bien, cette masse salariale représente 35 700 000 euros, plus 1,9 million d'euros, soit 19,5% des charges réelles de fonctionnement. Venons-en maintenant à la section d'investissement. Hors opérations de dette et opérations pour compte de tiers, notre communauté a consacré en 2025 59 600 000 euros en investissement sur son budget principal, contre 59 300 000 euros donc en 2024. Le taux de réalisation en 2025 des opérations d'investissement reste important, s'élève à 72,8%, 81,2% si on inclut les restes à réaliser, et il faut le signaler que cela représente un taux de 83,7% sur les seules opérations d'APCP, donc autorisation de programme et de crédit de paiement, qui sont souvent des investissements pluriannuels et en tout cas les plus importants de l'agglo pour la plupart du temps. Ces dépenses d'investissement sont réparties par grandes thématiques comme suit: 18,8 millions d'euros pour l'aménagement des territoires et l'habitat, 12 millions d'euros pour l'action économique, y compris l'agriculture et le tourisme, 9,3 millions pour l'aide aux communes, 6,6 millions d'euros pour la gestion des eaux pluviales urbaines, littorales et au milieu naturel. Elles ont été financées par des fonds propres pour 14,7 millions d'euros d'épargne nette, mais également 7,7 millions d'euros de subventions des différents financeurs partenaires, 3,4 millions d'euros de fonds de compensation de la TVA, 4,2 millions d'euros de cession d'actifs, et un recours à l'emprunt de 31 millions d'euros bruts qui intègre en fait 6 millions de crédits revolving. Donc en fait les emprunts ne sont que de 25,1 millions d'euros hors revolving. Pour ce qui est des soldes intermédiaires de gestion, le compte administratif 2025 montre un niveau d'épargne brute à hauteur de 27,9 millions d'euros. L'encours de la dette du budget principal est passé de 162 millions d'euros fin 2024 à 173,9 millions d'euros fin 2025. La conjugaison de l'évolution de l'épargne brute et de celle de l'encours de dette aboutit à une capacité de désendettement de 6,2 années fin 2025, et ce score était de 4,5 ans en fin 2024. Outre le budget principal, dont la communauté d'agglo comptait également en 2025 11 budgets annexes. En suivant l'ordre du jour, l'exécution 2025 de ces budgets annexes présente les quelques données saillantes suivantes, l'ensemble des données détaillées vous ayant été transmises en amont de ce conseil.
En illustration globale de mon propos, vous est projeté une synthèse globale des comptes administratifs 2025 en fonctionnement et en investissement sur le budget annexe des zones d'activité. Ce budget regroupe des opérations d'aménagement et ou de commercialisation des zones d'activité. Le coût de production des zones s'est élevé à 3,1 millions d'euros, avec des recettes réelles de 2,8 millions d'euros, surtout issues de reventes de terrains aménagés. Un nouveau prêt relais de 0,5 millions d'euros a été souscrit pour équilibrer le budget. Concernant le budget annexe du port de plaisance d'Anglet, ce budget est essentiellement financé par les redevances versées par les plaisanciers et par la vente de carburant et de services, à hauteur de 1 100 000 euros en 2025, et les dépenses d'équipement se sont élevées à 220 000 euros, dont les études et frais de maîtrise d'œuvre relatifs à l'opération de réhabilitation du site. Concernant le budget annexe du centre de formation d'apprentis de Bayonne, les contributions perçues au titre de la formation professionnelle atteignent 1,4 million d'euros. Les charges augmentent de 0,4%. L'excédent de fonctionnement est moindre que par rapport à 2024. Les dépenses d'équipement représentent 128 000 euros et sont autofinancées. Concernant le budget annexe de la base de loisirs du Baïgoura à Mendionde, ce budget est financé par les produits des services qui représentent 102 000 euros et une subvention d'équilibre versée par le budget principal à hauteur de 168 000 euros. Ce budget d'équilibre est stable. Les dépenses d'équipement représentent à peine 8 000 euros et ont porté sur l'installation d'un système d'alarme. Concernant le budget annexe de la salle de spectacle de Saint-Louis à Saint-Palais, ce budget annexe est principalement financé par une subvention d'équilibre du budget principal qui représente 142 000 euros en 2025. Les dépenses d'équipement pour mise en place d'une instrumentation de comptage énergétique représentent 24 000 euros et ces dépenses ont été financées sans recours à l'emprunt. Budget annexe de l'eau potable. Les dépenses d'exploitation se sont élevées à 50,3 millions d'euros contre 45,4 millions d'euros en 2024. Ces dépenses sont essentiellement financées par la tarification de l'eau, avec des recettes d'exploitation en hausse à hauteur de 62,7 millions d'euros, soit plus 10,7 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent. En matière d'investissement, les dépenses d'équipement atteignent 22,4 millions d'euros contre 21,9 millions d'euros en 2024 et ont notamment concerné la poursuite des travaux de réhabilitation et l'extension de réseaux ainsi que des travaux sur les réservoirs d'eau potable. Ces dépenses d'équipement sont financées par l'autofinancement et par la mobilisation de 3 emprunts pour un total de 16,4 millions d'euros. Concernant le budget annexe de l'assainissement collectif, les dépenses d'exploitation se sont élevées à 33,5 millions d'euros contre 32,2 millions d'euros en 2024. Ces dépenses sont financées par la part assainissement sur les ventes d'eau qui représente 39,4 millions d'euros, en hausse de 3,4 millions d'euros, et par la participation pour le financement de l'assainissement collectif qui représente donc 4,2 millions d'euros. En matière d'investissement, les dépenses d'équipement se sont élevées à 18,6 millions contre 16,2 millions en 2024 et ont concerné la rénovation et l'extension des stations d'épuration, dont Viodos et Archilois, et la poursuite des travaux de réhabilitation sur les réseaux. Ces dépenses d'équipement sont financées par l'autofinancement, par des subventions, ainsi que par des avances de l'Agence de l'eau pour 4,9 millions d'euros. Et en définitive, un recours de l'emprunt a été nécessaire pour un montant de 9,6 millions d'euros. Concernant le budget annexe de l'assainissement non collectif, les dépenses d'exploitation se sont élevées à 794 000 euros, soit plus 135 000 euros, avec essentiellement des charges de personnel. Elles sont financées par des recettes d'exploitation en hausse pour 908 000 euros. Les dépenses d'équipement, 48 000 euros, ont concerné l'achat de logiciels et de matériel et ont été entièrement autofinancées.
Concernant le budget annexe GEMAPI, ce budget a été essentiellement financé par le produit de la taxe GEMAPI à hauteur de 5 100 000 euros, complété par des subventions et des indemnités à hauteur de 900 000 euros. Les charges de fonctionnement ont atteint 4,9 millions d'euros au titre de l'entretien des ouvrages, les actions en lien avec le trait de côte et des contributions à plusieurs syndicats. Les dépenses d'équipement qui représentent 2,9 millions d'euros, notamment des travaux d'entretien des cours d'eau, ont été financés par l'autofinancement, bien sûr, et des subventions sans aucun recours à l'emprunt. Concernant le budget annexe des déchets ménagers et assimilés, le budget déchets ménagers et assimilés a dégagé 68,7 millions d'euros de recettes, des recettes réelles d'exploitation, soit plus 3,9%, dont 63,8 millions d'euros de taxes d'enlèvement des ordures ménagères. Les charges de fonctionnement ont atteint 57,2 millions d'euros, avec principalement la participation à Biltagarbi, qui représente 27 millions d'euros, et les charges de personnel qui représentent 20,1 millions d'euros. Les dépenses d'équipement atteignent 12,7 millions d'euros contre 8 millions d'euros en 2024 et ont notamment concerné l'optimisation et le renouvellement des équipements de collecte ainsi que l'acquisition de véhicules. Elles ont été financées par l'autofinancement, les subventions et le fonds de compensation de la TVA sans aucun recours d'emprunt. Le budget annexe énergie renouvelable, ce budget a dégagé 122 000 euros de recettes réelles d'exploitation, en partie liées à la vente à EDF de l'électricité produite par les centrales photovoltaïques contre 87 000 euros de dépenses. Les dépenses d'équipement, 151 000 euros, ont été financées par l'autofinancement et les subventions sans aucun recours à l'emprunt. Il est demandé donc de voter donc ces budgets, il est demandé au Conseil communautaire d'arrêter les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément au tableau annexé relatif à l'ensemble des opérations budgétaires et non budgétaires effectuées au cours de l'exercice 2025. Et il est également demandé à l'Assemblée de déclarer que les comptes de gestion dressés pour 2025 par Madame la chef de service comptable de Bayonne n'appellent aucune observation ni réserve. Ça, c'est la première des délibérations. Et on va procéder, si vous êtes d'accord, à main levée, ou peut-être y a-t-il des questions au préalable? Je n'en vois pas, Président. On peut procéder à main levée. Donc, qui... Alors, il faut... Pardon Non, il y a d'abord le vote, la délibération concernant le précepteur. D'accord? Donc, celle-là, on peut la voter tranquillement. Donc, il vous est proposé de voter à main levée. Donc, il y en a-t-il qui sont contre? Y a-t-il des abstentions? Les comptes sont adoptés. Je vous remercie. Concernant la seconde série de délibérations, nous devons demander... Jean-René Tchegaray qui doit nous quitter. Voilà, il le sait. C'est la règle. C'est sous sa responsabilité qu'ont été établis ces comptes. Absolument. Bien, donc le Conseil communautaire est invité à approuver les comptes administratifs 2025 du budget principal et les 11 budgets annexes de communauté, d'agglomération, successivement, donc, et budget par budget, selon les documents budgétaires joints. Donc, on va d'abord voter sur le budget principal. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas, je vous remercie. Le budget principal est adopté. Le budget annexe des zones d'activité. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Le budget des annexes des zones d'activité est adopté. Budget annexe du port de plaisance. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Ce budget est adopté. Le budget annexe du centre de formation d'apprentis. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Ce budget est adopté. Concernant le budget annexe de la base de loisirs du Baïgoura, y a-t-il des votes contre ou des abstentions?
Ce budget est adopté. Concernant le budget annexe de la salle des spectacles, y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Le budget est adopté. Concernant le budget annexe de l'eau potable, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Pas, merci. Ce budget est adopté. Le budget annexe de l'assainissement collectif, des votes contre? Des abstentions? Ce budget annexe est adopté. Le compte 24, donc, délibération numéro 24. Le budget annexe de l'assainissement non collectif, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Ce budget est adopté. Concernant le budget annexe GEMAPI, des votes contre? Des abstentions? Le budget est adopté. Concernant le budget annexe des déchets ménagers et assimilés, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Ce budget est adopté. Et enfin, pour le budget annexe de production et distribution d'énergie renouvelable, y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Et on peut appeler M. Tchegaray. Qui peut revenir. Si vous pouvez aller, si quelqu'un peut aller le chercher. Oui. Bien, M. Tchegaray, tous les comptes ont été adoptés à l'unanimité, donc on vous remercie. On vous félicite, voilà, aussi. C'est l'occasion pour nous aussi, pour moi en tout cas, de remercier tous les services supports, qu'ils soient administratifs, financiers, de communication, qui contribuent aussi à l'explicitation de ces délibérations et à la communication qui vous est faite. En tout cas, merci à tous les administratifs, dont les directeurs généraux sont ici et parfois dans l'Assemblée aussi, au fond de l'Assemblée. Merci. Je passe à la délibération numéro 28, qui concerne le bilan des acquisitions et des cessions d'immeubles en 2025. Il est demandé au Conseil communautaire de prendre acte, mais quand même de voter, c'est quand même confus, mais prendre acte, du bilan des acquisitions et des cessions d'immeubles et de droits réels immobiliers intervenus en 2025, tels que détaillés dans les débats, dans les états annexés au rapport, décidément. Donc il faut voter quand même. Donc j'espère qu'il n'y a pas de vote contre, qu'il n'y a pas d'abstention. Donc c'est approuvé, je vous remercie. La délibération numéro 29 concerne l'affectation définitive des résultats 2025 sur le budget principal et les budgets annexes. Les résultats 2025 ont été définitivement arrêtés ce jour avec l'adoption des comptes administratifs. Ces résultats étant strictement conformes aux résultats repris par anticipation au budget primitif pour une grande majorité des budgets. La proposition d'affectation ne diffère pas de la reprise anticipée. Seul le budget principal et le budget annexe des déchets ménagers affichent des écarts relativement minimes du fait d'ajustements techniques à la marge effectués en liaison avec le service de gestion comptable de Bayonne sur les écritures 2025. Il vous est proposé d'affecter définitivement les résultats 2025 du budget principal et des budgets annexes selon les termes du rapport qui vous a été transmis. Y a-t-il des abstentions ? Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas et je vous remercie. La délibération, lors du jour numéro 30, vous propose d'actualiser donc les durées d'amortissement des immobilisations acquises à partir du 1er janvier 2026 au vu des régularisations d'amortissement demandées par le service de gestion comptable de Bayonne. Il est proposé d'amortir les comptes 2145 qui concernent les installations générales, les agencements, les aménagements de construction sur sol d'autrui et le compte 2148 qui concerne les autres constructions sur sol d'autrui conformément aux durées précisées dans le tableau annexé au rapport. Alors si vous êtes d'accord, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? On n'en voit pas. Cette délibération est acceptée. Nous passons à l'ordre du jour numéro 31. Il s'agit de l'avenant numéro 1 à la Convention de services communs observatoire fiscal partagé. La communauté d'agglomération Pays Basque et ses communes membres se sont dotés d'un observatoire fiscal partagé depuis 2018, étoffé avec la création d'un service commun en 2024 via la signature de conventions avec les communes concernées.
sur proposition de la Direction générale des finances publiques, qui est sollicitée en ce sens par la communauté d'agglomération Pays Basque. Cette convention est amenée à être complétée afin de permettre aux agents du service commun de participer aux réunions des commissions communales des impôts directs. Donc, le Conseil communautaire est invité à approuver l'avenant numéro 1 à la convention initiale régissant les principes de fonctionnement du service commun, observatoire fiscal partagé, ainsi que la nouvelle convention type qui est annexée au rapport. Il s'agit également de notifier la délibération aux communes adhérentes afin qu'elles-mêmes approuvent par délibération le projet d'avenant numéro 1. En troisième point, il faut notifier aux communes souhaitant intégrer ce service commun de délibéré pour approuver les termes de la nouvelle convention de service commun. Et enfin, il s'agit d'autoriser à Monsieur le Président ou son représentant à signer le dit avenant ou la convention amendée chaque fois que nécessaire, ainsi que tout document se rapportant à la mise en œuvre de ce dossier. Voilà. S'il n'y a pas de questions particulières, je propose cette délibération au vote et à main levée. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Je vous remercie. Cette délibération est adoptée. Juste pour rappeler que voilà, ce service commun a été mis en place pour toutes les communes. Hein, et il est important, un certain nombre de communes se sont emparées de cette question et donc ont adhéré à ce service commun. Il est important, il apporte des éléments voilà, financiers, fiscaux intéressants, quelle que soit la taille de nos communes. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Les services de la communauté d'agglomération sont très impliqués sur cette question. C'est un service commun qui coûte 0 aux communes. Voilà, donc, et il permet, surtout dans cette phase d'incertitude où on a vu pour un certain nombre de communes les bases et les produits diminuer de façon significative. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à solliciter les services et c'est un pas supplémentaire dans notre travail de rapprochement des communes, mais également de travail partenariat avec les services de l'État. Donc cette délibération permet, hein, et c'est important, aux services de la communauté d'agglomération d'être aux côtés des communes si les communes le souhaitent, hein, dans le cadre des commissions communales. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Bien, concernant la délibération numéro 32, il s'agit de la convention de partenariat avec la direction départementale des finances publiques. Depuis plusieurs années, donc, les collectivités locales constatent une baisse du produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette situation, couplée à une crise du logement marquée par une forte pression sur les prix et une pénurie de logements disponibles pour les résidents permanents, impose une réflexion approfondie sur les causes de cette baisse et les moyens d'y répondre. Dans ce contexte, la communauté d'agglomération Pays Basque et la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques ont élaboré un projet de convention visant à renforcer leur partenariat et via la facilitation des échanges d'informations entre les services, il s'agit aussi d'améliorer la qualité de notre assiette fiscale dans nos communes y compris. Donc le Conseil communautaire est invité à approuver la convention de partenariat jointe au rapport. Il s'agit d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à la signer. S'il n'y a pas d'intervention particulière, je propose cette délibération au vote. Jean-René. Pardon. Oui, Jean-René, oui. Pardon. Oui, alors, juste un mot très très rapide sur ce rapport qui vient ici, alors même qu'on s'est rencontrés il y a peu dans le cadre de la commission territoriale sur le logement sous la présidence du préfet et de notre président Alain Iriard, qui donc s'est tenu il y a à peine quelques jours, et en présence du DDFIP qui était là, le directeur départemental des finances publiques, et qui nous a donné quelques signes encourageants de la volonté de l'État, et surtout la volonté c'est une chose, mais la capacité de l'État à pouvoir nous donner des éléments objectifs, parce qu'il s'agit aujourd'hui de pouvoir objectiver les choses le mieux que possible dans une situation où on le sait, après la suppression de la taxe d'habitation remplacée par cette compensation qui a été mise en place, mais surtout remplacée par rien en termes de support
de support matériel sur ce que sont les valeurs locatives et en particulier tout ce que la réalité de notre parc en matière de logement. La suppression de la taxe d'habitation a eu des conséquences que les élus aujourd'hui mesurent beaucoup plus qu'auparavant. Et une de ces conséquences-là, c'est au fond qu'on y voit plus clair, qu'on n'y voit pas clair du tout même, sur cela. Alors, il revient à l'administration fiscale, puisque aussi bien les bases relèvent de l'administration fiscale et non pas de notre administration, nous, intercommunale. Donc, il revient à l'État de mettre un petit peu de clarté dans tout ça. Il nous a plutôt rassurés par son intervention qui était extrêmement pertinente et documentée sur la capacité qu'il aurait sous peu à pouvoir nous donner des éléments qui nous permettraient d'y voir un peu plus clair. C'est d'autant plus important qu'on ait un certain nombre de communes, dont la ville de Bayonne, à souffrir de cette incertitude, puisque c'est près d'1 million d'euros qui nous manquent dans le budget, et Sylvie Durruti serait mieux placé pour moi pour le rappeler, près d'1 million d'euros qui nous manquent dans notre budget, d'autres sont également concernés, Biarritz, Anglette, d'autres villes également le sont, en tout cas sur le pôle Côte Basque Adour, à des niveaux différents, mais pour ce qui nous concerne, près d'1 million d'euros. Et donc, il est tout à fait essentiel qu'on puisse vérifier ça. D'ailleurs, des rôles supplémentaires ont déjà été notifiés qui permettent à la ville de Bayonne, notamment, de pouvoir encaisser 175 000 euros sur le million qui lui manque. On peut espérer que les rôles supplémentaires à venir permettront de rectifier les choses. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur le sujet. Il y a peut-être des communes qui n'ont pas vu aujourd'hui de difficultés particulières soulevées en ce qui les concerne, mais ça pourrait parfaitement arriver parce que ces rectifications qui vont intervenir vont signifier simplement qu'on va être a priori beaucoup plus objectif sur la situation exacte. Voilà, donc c'est tout sauf un sujet secondaire, sachant que derrière, il y a aussi, et ça concerne les communes qui ne sont pas conformes à la loi SRU en termes de nombre de logements sociaux, les conséquences collatérales de cette inconnue dans laquelle nous sommes, parce qu'on ne maîtrise pas la situation. Eh bien, c'est aussi le fait qu'il y aura des communes qui vont se voir taxer davantage demain, parce que si effectivement nous ne sommes pas clairs, la réalité de la situation en termes de résidence secondaire, ça va être aussi une augmentation des pénalités au titre de l'article 55 de la loi SRU. Voilà, donc ça veut dire qu'au-delà de l'aspect technique qui paraît un peu banal, eh bien, il y a quelque chose de très important. Et donc moi j'espère que, ça serait la première fois d'ailleurs, parce que moi j'étais assez sceptique là-dessus et je l'ai exprimé en réunion de conseil exécutif, il n'y a pas bien longtemps. Bon, eh bien écoutez, l'entretien qu'on a eu avec le DGFIP, le DDFIP l'autre jour nous permet d'espérer quelque chose de plus intéressant. Voilà ce que je voulais dire. Évidemment, je vote la délibération sans problème. Merci. Philippe Aramendi. Egunon Deneri, bonjour à toutes et tous. Effectivement, moi je me réjouis de la signature de cette convention. C'est un premier pas, mais ce n'est pas l'aboutissement à mon sens. Je me réjouis aussi des propos que je viens d'entendre de M. Etchegaray qui, semble-t-il, donc nous dit aujourd'hui que c'est un discours plutôt rassurant qui vous a été tenu par la Direction générale des finances publiques. Mais je suis plus sur un questionnement aujourd'hui. Je ne sais pas si vous serez en mesure de m'apporter des réponses ou pas, mais quid des contrôles? Puisque c'est quand même ça aussi l'essentiel. Si j'ai bien saisi les termes de la Convention, effectivement, ça permet un échange d'un certain nombre de données, et c'était, je dirais, le préliminaire indispensable. Mais la difficulté, c'est les contrôles, parce que qui va les contrôler, c'est de la compétence de l'État. Je ne sais pas si le discours a évolué de leur côté, de ce côté-là, puisque jusqu'ici, en tout cas lors de la précédente mandature, le discours qui nous était servi par les représentants de l'État, c'était
nous n'avons pas les moyens de contrôler. Et si nous n'avons pas les moyens de contrôler, comment va-t-on faire rentrer l'argent dans nos caisses? Parce que, comme l'a dit M. Tchegaray, c'est un fléau pour beaucoup de communes, dont la mienne, effectivement, qui est soumise à la loi SRU. Donc je ne sais pas si dans vos discussions avec la Direction générale des finances publiques, vous avez pu aborder cette question des contrôles, et dans l'affirmative, qu'est-ce qui vous a été répondu sur ce point-là? Ilishker. Oui, alors, M. Armendi, justement, je réponds aussi à Jean-René, où je complète ce que disait M. Tchegaray. Effectivement, M. Tchegaray l'a dit, hein, la DGFiP, un nouveau directeur a été nommé à la DGFiP. Ce n'est pas peut-être l'unique solution de changer de directeur, mais en tout cas, il est particulièrement motivé sur le sujet et très enthousiaste pour mettre les moyens et obtenir les moyens qu'il faut pour répondre. Une première réponse, et j'étais présent quand il a fait la réponse à la ville de Bayonne et à M. Tchegaray en particulier, que déjà des sommes étaient mises en recouvrement, que d'autres allaient être recouvrées très bientôt sur le second semestre. Il en sera aussi pour d'autres communes, à moindre échelle évidemment que Bayonne, qui perd davantage, puisque Bayonne, donc une perte sur les taxes de résidence secondaire qui doit être de l'ordre de 1 million d'euros. M. Tchegaray, au niveau de l'agglo, c'est quand même, nous tous ici, c'est 2 millions d'euros, c'est pas rien. Moi, sur Hendaye, plus modestement, mais c'est quand même plus de 300 000 euros par an. On parle toujours par an. Hein. Tout ça va se cumuler si les services fiscaux ne s'approprient pas les documents de relance et de remise à niveau et de pénalité, etc. Mais ils se sont engagés à le faire devant quelques élus, dont M. Tchegaray, effectivement. Donc, on a tout lieu de croire que ce qu'il faut. Mais je note déjà qu'au niveau de l'agglo, de l'État, il se passe quand même quelque chose au niveau national, parce que tout ce que l'on voit aujourd'hui se dérouler sur l'agglo Pays Basque, cet évitement, voilà, il y en a qui font on parle d'optimisation fiscale. Mais ça commence à faire tâche sur la France entière. Donc j'espère qu'on n'a pas donné l'exemple. Mais enfin, moi je sais qu'en 2022, dans cette salle, j'avais dit attention aux effets de bord. Il y a des effets de bord. Et on demande justement aujourd'hui, notamment aux services fiscaux nationaux, à la DGFiP et à nos services en interne aussi, qui collaborent, essayer d'actualiser et de bien faire en sorte qu'on identifie bien l'origine de cette perte, de cet assèchement des recettes fiscales. Voilà. Donc, je sais qu'au plan national, le président de l'Association des maires de France s'en préoccupe aussi. Il y a un problème. Il dit carrément, actuellement, il faut fiscaliser quelque part. Peut-être moins pour tout le monde, mais fiscaliser quelque part. Il y a un vrai sujet. Donc, voilà, on est tous dans la même menace, et il va falloir s'en sortir par le haut, bien sûr. Mais apparemment, je confirme ce que dit M. Tchegaray, les discours qui nous ont été donnés par l'État via M. le préfet et M. le directeur des finances publiques est plutôt encourageant. Donc il nous faut fiabiliser les données fiscales, donc de manière à garantir nos ressources, que ce soit à l'agglo ou dans nos communes, ou au département ou ailleurs. Et c'est l'objet aussi de ce grand chantier que va ouvrir, j'espère, les finances publiques, vont ouvrir les finances publiques, et avec nous, nos services à côté pour pouvoir accompagner certains, pour donner quelques éléments complémentaires s'ils ne les avaient pas aux finances publiques. Et pour donner quelques chiffres et confirmer ce qui vient d'être dit, donc c'est la première fois dans le cadre de ce comité territorial du logement que les services de l'État s'engagent de cette façon-là. Et les chiffres qui nous ont été communiqués en séance, donc les contrôles ont démarré. Et donc, le bilan des contrôles 2026, donc sur le département, c'est 1782 contrôles. Pour la CAPB, c'est 1195 contrôles qui ont été réalisés, et avec des taxations complémentaires de l'ordre de 2 millions d'euros. Donc, c'est extrêmement significatif. Et ils nous ont également dit qu'ils avaient, et c'est la première fois qu'ils s'engageaient de cette façon-là, qu'ils avaient aussi les moyens de poursuivre ces contrôles-là, avec des requêtes systématiques qui seront réalisées. Et dans le cadre des travaux qui vont nous occuper au cours de l'année 2026, mais qui devront se poursuivre les années suivantes, il y aura certainement des rôles supplémentaires. Et les premiers sont arrivés, Jean-René Tchegaray l'a signalé.
il y aura 2 autres rôles supplémentaires de 2025 qui vont arriver en fin d'année 2026. Voilà. Donc là, on est sur un dispositif qui est opérationnel, qui devrait corriger un certain nombre de choses. Il s'engage également dans la convention, c'était important. Vous savez, quand on reçoit les rôles supplémentaires, il n'y a aucun détail. Voilà. Et donc, il s'engage à ce qu'il y ait des détails complémentaires pour que les communes puissent également examiner ces rôles complémentaires et supplémentaires qu'ils perçoivent. Et le chiffre que nous avions communiqué à l'exécutif, mais également au service de l'État, avec l'estimation que nous avons fait pour la communauté d'agglomération en perte fiscale cumulée, taxe d'habitation sur les résidences secondaires, on est à moins 1,7 million. Voilà. Alors essentiellement sur 3 communes, les 3 communes les plus importantes. Donc il y a des communes qui ont des gains, mais globalement, c'est une perte sèche de ce montant-là sur lequel il faut vraiment qu'on se positionne et qu'on ait une analyse conjointe, communauté d'agglomération, commune et services de l'État. Mais les contrôles et les rôles supplémentaires ont démarré. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de cette réunion. Bien, donc il faut qu'on vote cette délibération. Y a-t-il vote contre? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Merci Gauthier. Je pense que voilà, les délibérations qui relèvent des finances et de la fiscalité sont terminées, même si on reste quand même sur les finances avec l'ingénierie communautaire et aide aux communes, avec une délibération sur l'ingénierie communautaire et l'aide aux communes avec les avenants aux conventions attributives de fonds de concours. Donc c'est le dispositif 2023-2026 et donc qui subsiste pour un certain nombre de communes dont les opérations n'ont pas pu se réaliser au cours de l'année 2025 et début de l'année 2026. Donc ce qui vous est proposé avant que nous travaillions, je ne l'ai pas annoncé en introduction, mais bien sûr nous allons travailler sur un nouveau dispositif de fonds de concours pour 2027-2032. Nous verrons bien la date, mais pour ce mandat, à partir de la fin des dernières opérations. Donc c'est un dispositif que la communauté d'agglomération avait mis en place, qui a été apprécié par les communes, avec l'aide à ces projets communaux structurants, que ce soit de façon forfaitaire ou enveloppe attribuée au pôle. Donc la réflexion va démarrer à partir de maintenant pour aboutir 2027 à un règlement auquel nous allons associer bien sûr les délégués territoriaux de pôle dans les ateliers qui sont prévus à cet effet et bien sûr le conseil exécutif. Donc aujourd'hui, sur cette délibération numéro 33, il vous est proposé d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention attributive d'un fonds de concours forfait communal pour la commune de Bunus, modifiant l'objet de la convention initiale sans modification des montants attribués, et d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention attributive d'un fonds de concours enveloppe de pôle pour la commune de La Ressort pour en prolonger la durée de validité jusqu'au 31 décembre 2027. Donc ça permettra, cette délibération permet à ces communes de pouvoir avoir plus de temps supplémentaire et ce avant le 31 décembre 2027 pour pouvoir réaliser leur opération. Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Ensuite, je vais confier la délibération concernant les fonds de concours Petite Ville de demain avec l'avenant numéro 1 à Isabelle Pargade, à qui j'ai donné cette délégation qu'elle avait jusqu'à présent et qu'elle continue d'assumer. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Pour les nouveaux élus, un petit rappel en préambule de ce qu'est ce programme Petite Ville de demain. Donc, c'est un programme qui a été lancé par l'État en 2020 et qui est spécialement dédié aux communes de moins de 20 000 habitants qui font office de centralité
et donc qui ont des problèmes structurels à la fois de commerce de proximité, de cœur de ville, et également d'habitat dégradé dans les cœurs de ville. Et donc 5 petites villes ont été retenues dans ce programme au Pays Basque. La ville de Mauléon, la ville de Saint-Palais, celle de Saint-Jean-Pied-de-Port, celle de Hendaye et celle d'Asparin. Et aujourd'hui, donc, ce qu'il est proposé à travers cette délibération, c'est un avenant au contrat à la convention avec la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port dans le cadre de la requalification de la place Charles de Gaulle, puisque le plan financier a été ajusté suite à une subvention complémentaire. Donc le plan de financement y a été ajusté. Il est nécessaire que nous prenions un avenant à la convention de financement. Et je vous invite donc à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cet avenant. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui c'est qui s'abstient? Qui c'est qui est contre? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération suivante, question numéro 35. Donc, modification du tableau des emplois et des effectifs de la communauté d'agglomération Pays Basque. Et donc, je confie la présentation de ce rapport à la vice-présidente en charge de ces questions, Madame Christelle Mange. Merci, Président. Donc, bonjour à tous. En préambule, je voulais juste donner les effectifs d'agents pour la CAPB, pour les nouveaux élus. Donc, l'agglomération Pays Basque emploie à ce jour en emploi permanent 1237 agents et en emploi non permanent 228 agents, ce qui fait un total de 1465 agents, donc hors le SIAS qui assure directement la gestion de son personnel. Donc je voulais avant tout remercier les services des ressources humaines et du secrétariat général de la transition énergétique pour la thématique égalité femmes-hommes qui nous accueille avec Raymond Dari-Carrère qui est délégué à la qualité, enfin qui a une mission transversale qualité de vie au travail. Donc avec Raymond, nous sommes en ce moment en train de rencontrer les services, de découvrir aussi l'étendue de notre délégation. Et c'est avec beaucoup de sincérité que je remercie donc la disponibilité des agents, l'accueil qu'ils nous réservent. On rencontre des agents très attachés à leur mission de service public au sein de notre institution. Je voulais aussi remercier les organismes sociaux, puisque nous avons déjà eu des premières rencontres avec eux. Elles ont été très constructives et bienveillantes. Et tout ceci nous permet de prendre nos fonctions avec beaucoup de plaisir. Il faut savoir que les organismes sociaux ont loué le travail de René Caric, Jean-Marc Barantol et Maïder Beotegui qui ont assuré leurs fonctions sur les mandats précédents. Donc c'est à nous maintenant de maintenir une démarche positive pour assurer ce nouveau mandat. Donc concernant la délibération, il s'agit donc de prendre en compte la modification du tableau des emplois et des effectifs de la communauté d'agglomération Pays Basque que vous avez eu en annexe. Donc il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur cette modification dans le respect des crédits budgétaires. Compte tenu de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion pour 2026 qui prévoient la valorisation des parcours professionnels des agents de la communauté d'agglomération Pays Basque, avancement de grade, promotion interne et nomination suite à des concours, et de l'ajustement nécessaire de certains grades à la suite de départ en retraite, donc il convient de procéder à la modification du tableau. De plus, considérant la situation particulière d'un agent de la DGA eau littéral et milieu naturel dont le dossier de retraite pour invalidité est en cours d'instruction, ainsi que la nécessité d'assurer la continuité du service, il y a lieu de créer un emploi permanent à temps complet de droit privé d'agent d'exploitation préalablement à la suppression de l'emploi de droit public d'adjoint technique principal de première classe qui sera rendu vacant au départ de l'agent. Enfin, il convient de procéder à la création d'un emploi permanent à temps complet de responsable de pôle Côte Basque-Adour sur le cadre d'emploi des attachés territoriaux. Le conseil communautaire est invité à approuver la modification du tableau des emplois et ses effectifs conformément aux éléments exposés ci-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient?
Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, deux questions sur le tourisme durable. Donc, la délibération numéro 36 et 37. Et donc, le rapporteur est M. Cédric Curuchet. Egunon Deneli, je vous propose une brève introduction au sujet des deux prochaines délibérations. La communauté d'agglomération Pays Basque exerce la compétence tourisme depuis sa création et c'est à ce titre qu'elle sollicite toute labellisation touristique en lieu et place de ses communes membres. Il existe deux niveaux de classement touristique des communes. Les communes touristiques qui concernent les communes qui mettent en œuvre une politique de tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente. Ce classement est instruit par les services préfectoraux et donne lieu à un arrêté préfectoral d'une durée de 5 ans. C'est ce classement que nous allons vous proposer aujourd'hui de renouveler pour la commune de Sarre. Le second classement, les stations classées de tourisme, concerne les communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d'accueil, d'information et de promotion touristique tendant, d'une part, à assurer la fréquentation plurisaisonnière de leur territoire et d'autre part, à mettre en valeur leurs ressources naturelles, patrimoniales ou celles qu'elles mobilisent en matière de création et d'animation culturelle ou d'activités physiques et sportives. La procédure d'instruction est identique à celle du classement en commune touristique, mais le dossier est beaucoup plus exigeant et ce classement, lui, a une durée de 12 ans. C'est ce nouveau classement que nous vous proposons aujourd'hui de solliciter pour la commune d'Arkang. Donc je passe aux délibérations. La première, numéro 36, demande de renouvellement de la dénomination de commune touristique pour la commune de Sarre. Par arrêté préfectoral du 15 décembre 2021, la dénomination de commune touristique a été accordée à la commune de Sarre pour une durée de 5 ans. La commune a sollicité la communauté d'agglomération pour le renouvellement de cette dénomination. Le conseil communautaire est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques le renouvellement de la dénomination de commune touristique pour la commune de Sarre. Merci pour ces explications. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération approuvée à l'unanimité. Merci. Et la suivante, la numéro 37, demande de la dénomination de station classée de tourisme pour la commune d'Arkang. Par arrêté préfectoral du 10 septembre 2025, la dénomination de commune touristique a été accordée à la commune d'Arkang pour une durée de 5 ans. Cette dénomination permet à la commune de solliciter, si elle le souhaite, un classement en station de tourisme. La commune d'Arkang ayant sollicité la communauté d'agglomération, le conseil communautaire est invité à autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter auprès de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques la dénomination de station classée pour la commune d'Arkang. Est-ce qu'il y a des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Nous allons passer, et je vais donner la parole à Anne-Marie Bruté pour toutes les délibérations qui concernent l'urbanisme et l'aménagement de l'espace. Merci Président. Bonjour à tous. Ce rapport numéro 38 concerne le plan local d'urbanisme infracommunautaire de Soule-Chibelloa. La commune de Gottin-Libarenx sollicite un accord pour la création d'un périmètre délimité des abords autour de l'église Saint-André. Donc, le conseil communautaire est invité à donner son accord sur le périmètre délimité des abords de l'église Saint-André à Gottin-Libarenx. Il est invité à charger Monsieur le Président de notifier la délibération à Monsieur le Préfet de région, autorité compétente pour créer par arrêté le périmètre délimité des abords, et enfin d'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l'ensemble des pièces et accomplir l'ensemble des formalités administratives se rapportant à l'exécution de la délibération. Y a-t-il des observations? Est-ce que la commune veut rajouter?
Pas de questions. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Le rapport suivant concerne le plan local d'urbanisme infracommunautaire de Soule-Chibellois également. Il s'agit de la commune d'Ordiarpes qui sollicite également un accord pour la création d'un périmètre délimité des abords autour de l'église Saint-Michel. Le conseil communautaire est invité à donner son accord donc, sur le projet de périmètre délimité des abords de l'église Saint-Michel à Ordiarpes. Il est invité à charger, Monsieur le Président, ou son représentant, de notifier la délibération au préfet de région pour créer par arrêté le périmètre délimité des abords de ce monument. Et enfin, autoriser, Monsieur le Président, ou son représentant à signer l'ensemble des pièces et à accomplir l'ensemble des formalités administratives nécessaires à l'exécution de la délibération. Des observations? Je n'en vois pas. Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Le rapport numéro 40 concerne toujours le plan local d'urbanisme infracommunautaire de Soule-Chibellois. Et cette fois-ci, c'est la commune de Tardets-Sorulus qui sollicite un accord pour la création d'un périmètre délimité des abords autour du monument aux morts de la guerre de 1914-1918. Le conseil communautaire est invité à donner son accord sur le périmètre délimité des abords du monument aux morts de la guerre 1914-1918 à Tardets-Sorulus et de charger Monsieur le Président ou son représentant de notifier la présente délibération à Monsieur le Préfet de région pour créer ce périmètre délimité des abords. Des observations? Pas. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Le rapport 041 concerne l'adoption de la modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme de la commune d'Arcang. Par arrêté du président du 19 décembre 2025, une procédure de modification simplifiée numéro 2 du PLU de la commune d'Arcang a été engagée. Au terme de la consultation de l'autorité environnementale et des personnes publiques associées et de la mise à disposition du public du projet, il apparaît opportun de prendre en considération l'observation de la commune d'Arcang sollicitant une précision de l'article 11 du PLU afin d'améliorer l'effet de la règle sur les constructions de la commune. Modification du paragraphe couleur. Le conseil communautaire est invité à tirer le bilan de la mise à disposition du public pendant 1 mois du dossier de modification, en constatant que 6 observations ont été formulées par le public durant la mise à disposition du dossier et qu'une d'entre elles, celle de la commune d'Arcang, a conduit à apporter des amendements au projet. Donc vous êtes invité à approuver les amendements apportés en conséquence au projet de modification et à approuver la modification simplifiée numéro 2 du PLU de la commune d'Arcang. Y a-t-il des observations? Peut-être pour les 3 délibérations suivantes. Moi, je propose que le ou la représentante de la commune concernée prenne la parole pour présenter la position et la raison de ces modifications. Maïtena pour Arcang. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous donner l'occasion de parler d'Arcang, ce petit village. Je ne sais pas si tout le monde le connaît. Arcang est une commune de 3500 habitants. La spécificité du centre-bourg, c'est que le golfe centre le centre-bourg, donc on est très limité en termes de développement du centre-bourg. 3500 habitants, mais forcément, au-delà des enjeux du logement qui sont très présents dans nos objectifs, on a aussi un enjeu de dynamiser notre centre-bourg. Pour cela, on a fait des gros investissements sur le dernier mandat. On a réalisé 6 km de pistes cyclables à 1 km autour du centre-bourg pour faire venir les habitants en mobilité douce au centre-bourg, où on a la ligne de bus 44 qui nous amène à Sarre et à Bayonne. On a un tissu associatif très dynamique puisqu'on a une trentaine d'associations sur la commune et aujourd'hui on a une petite salle des associations en carrelage et mal isolée qui est complètement prise sur tous les créneaux, donc on ne peut pas offrir de nouvelles activités à nos habitants. Donc il nous semblait opportun de réfléchir à un endroit pour développer ces activités, créer du lien social
Et donc cet emplacement réservé qui va être pris sur cette modification du PLU, il représente un terrain en centre-bourg. C'est l'ancien centre ménager où les anciens allaient à la cantine qui était tenue par les religieuses à l'époque. C'est à la fois un endroit très central et un des très jolis endroits d'Arcang. Il nous semblait important que cet emplacement, on puisse le figer à destination de nos habitants, de manière à faire du lien social via nos associations et créer un véritable lieu de vie, de manière à garder cette attractivité au centre-bourg. Neshka. Merci pour ces explications. Est-ce qu'il y a des remarques, des demandes d'explications complémentaires? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Le rapport 042 concerne le bilan de la concertation et l'arrêt du projet de révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Pé-sur-Nivelle. Le schéma départemental des gens du voyage prescrit l'extension de l'aire de grand passage de Saint-Pé-sur-Nivelle à hauteur de 100 emplacements. Au regard des contraintes techniques et topographiques du site, le projet d'aménagement réalisé entre 2023 et 2024 ne permet aujourd'hui d'accueillir que 80 à 85 caravanes au maximum. La CAPB a désormais pour objectif d'améliorer encore cet équipement grâce à une extension portant sur une superficie d'environ 5000 m², permettant l'accueil de 20 à 30 caravanes supplémentaires. L'objectif poursuivi par la révision allégée numéro 1 du PLU de Saint-Pé-sur-Nivelle consiste à classer 3 parcelles situées route d'Arbonne et une partie d'un chemin rural non cadastré en zone naturelle NV, terrain dédié à l'aire de grand passage pour les gens du voyage. La concertation est aujourd'hui achevée et il convient d'en tirer le bilan. Le Conseil communautaire est invité à clôturer la procédure de concertation relative à la révision allégée numéro 1 du PLU de la commune de Saint-Pé-sur-Nivelle et à en arrêter le bilan. Il est invité à arrêter le projet de révision allégée numéro 1 du PLU de la commune de Saint-Pé-sur-Nivelle et enfin à soumettre la délibération correspondante et le projet de révision allégée numéro 1 arrêté pour avis aux personnes publiques. Y a-t-il... Est-ce que le maire de la commune veut préciser? Non. Non. Tout a été dit? Pas de remarques complémentaires? Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Le rapport 43 concerne la modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz. La délibération est motivée conformant la décision de ne pas réaliser une évaluation environnementale sur avis conforme de l'autorité environnementale. Une procédure de modification simplifiée numéro 2 du PLU de la commune d'Ustaritz a été engagée le 19 décembre 2025. Par décision du 19 mars 2026, l'autorité environnementale a rendu un avis conforme, concluant à l'absence de nécessité de soumettre à l'évaluation environnementale le projet. Donc le Conseil communautaire est invité à confirmer la décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet de modification simplifiée numéro 2 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ustaritz. Y a-t-il quelqu'un d'Ustaritz qui veut intervenir ? Hélène. Merci Madame la Vice-Présidente et Monsieur le Président. J'en profite juste pour en dire un petit mot, non pas sur la commune d'Ustaritz, même s'il y aurait beaucoup à dire de belles choses, mais plutôt pour mettre en lumière le projet de l'association Egalaldia, qui est un centre de soins de la faune sauvage qui réalise un travail remarquable pour l'ensemble de notre territoire et bien au-delà également, qui recueille toute l'année des animaux de la faune sauvage donc, et qui les soigne pour, quand c'est possible, les remettre dans le milieu naturel et contribuer ainsi à la préservation de la biodiversité. Egalaldia a un projet de construction d'un bâtiment qui soit digne du travail qui est mené et des enjeux qui sont à traiter, a reçu l'avis favorable des financeurs au niveau en particulier de la région de mémoire et travaille avec la commune d'Ustaritz sur la mise à disposition d'un espace et donc de la capacité avec cette modification
de construire un bâtiment pour pouvoir accueillir les activités de soins, enfin les étendre en tout cas. Donc c'est un centre de soins qui est bien connu du public, même s'il n'est pas ouvert au public compte tenu de la criticité des activités qui y sont menées. Voilà, merci pour vos votes. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. On arrive au dernier rapport qui concerne l'extension de la cotisation au service intercommunal, territoire et urbanisme de l'Agence publique de gestion locale pour le domaine des systèmes d'information géographique. Donc, depuis le 1er janvier 2025, le service d'urbanisme intercommunal de l'APGL développe de nouvelles formes de valorisation de ses moyens en matière de systèmes d'information géographique. Cela se traduit notamment par la mise à disposition d'applications géomatiques, métiers, visant à faciliter la gestion quotidienne des territoires. Le Conseil communautaire est invité à approuver l'extension de l'adhésion de la CAPB au service intercommunal territoire et urbanisme de l'APGL du volet urbanisme au volet territoire et urbanisme. Il est invité également à approuver en conséquence le règlement d'intervention du service. Y a-t-il des observations? Je n'en vois pas. Pas de questions. Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération adoptée à l'unanimité. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre patience, votre concentration et pour cette séance. Mileshker, Andivat, Benelli. Et bien sûr, le buffet est prêt, même si nous sommes peut-être un peu en avance. Mileshker. Alors, ça y est, tu es rentré.